cassez-lui la jambe, Zach. Faites-la tomber. Ça va devenir viral dans tout l'État. Ce cri perçant a explosé à travers le système de sonos, s'enfonçant droit dans mes tympans. Il ne venait pas d'un ennemi de l'autre côté d'un champ trempé de sang. Cet appel au meurtre sortait tout droit de la bouche de ma propre mère. Sur les tapis rouges, Zach, le petit frère que j'avais porté sur mon dos, le gamin pour qui je m'étais saigné à blanc afin de lui apprendre à donner un coup de poing pour qu'il puisse se défendre, chargeait vers moi. 200 livres de pur muscle qui se rapprochaient. Il me regardait, un sourire vicieux tordant son visage, les yeux ivres de la promesse de la célébrité sur Internet. « Ne pleure pas maintenant, faible », a-t-il sifflé. À cette seconde exacte, le pied de Zach s'est levé, lançant un coup de pied oblique brutal, visant pile le centre de mon articulation du genou gauche. Un mouvement interdit, une frappe salaude conçue dans un seul but malveillant, déchirer mes ligaments en lambeaux et mettre définitivement fin à ma carrière. J'avais été assez naïf pour croire au mot « famille ». Pendant 10 minutes d'affilée, j'avais sans cesse reculé, encaissant les coups, juste pour jouer le jeu et sauver la face de mon frère devant des milliers de spectateurs en direct. En retour, mon propre sang m'avait traité comme un agneau sacrificiel pour une sale astuce marketing à 2 balles. Le pied de Zach a fendu l'air, s'arrêtant exactement à 5 cm de mon genou. La foule a retenu son souffle, attendant le craquement de l'os. Ma mère souriait radieusement, enfonçant l'objectif de son téléphone droit dans mon visage. Et dans cette fraction de seconde cruelle et décisive, la dévotion aveugle envers ma famille s'est brisée en poussière. J'ai cessé d'être une grande sœur. La pression de l'air dans la pièce a chuté, devenant glaciale. Le regard passif dans mes yeux a disparu, remplacé par le silence mortel de quelqu'un qui démonte les gens pour gagner sa vie. J'ai déplacé mes hanches exactement de 15 degrés, et il m'a fallu précisément 1 seconde et demie pour démonter complètement cet homme. Mais avant de vous montrer comment ces 1 seconde et demie ont écrasé l'ego de Zach dans la poussière, il faut remonter une demi-heure en arrière. Regardons exactement comment quelqu'un qui a survécu aux pires choses du monde a volontairement marché droit dans un piège mortel, juste à cause du mot « famille ». J'ai poussé la lourde porte vitrée d'Apex Combat. Le vent amer de l'hiver sur le lac Michigan hurlait, s'accrochant au talon de mes bottes de travail croupies debout en me poursuivant à l'intérieur. La porte a claqué, coupant la tempête. Mais l'ambiance à l'intérieur était pire. Les radiateurs tournaient à plein régime. L'air était épais, étouffant. Un désodorisant bon marché à l'odeur de pain livrait une bataille perdue contre la puanteur aigre du champagne renversé et de la laque collante. Des gens en costumes impeccables et robes chères se pressaient autour du bar de fortune, riant trop fort. J'ai levé la main, balayant une touffe de neige fondante de l'épaule de mon sweatshirt gris délavé. Les coudes étaient complètement usés. Je l'avais acheté dans une station-service de route de terre, il y a 4 ans. Un type en blazer sur mesure m'a bousculé, m'envoyant un coup d'épaule sec. Sa boisson a giclé sur le sol. Il n'a même pas regardé en arrière. Pas une seule personne ne m'a salué. Mes mains, rudes et calleuses, marquées de vieilles cicatrices de brûlure, se sont enfoncées dans les poches de mon jean humide. Je me suis écarté, appuyant mon dos contre une poubelle en plastique bon marché près de l'entrée. Je suis resté là, silencieuse, fixant l'empire tout neuf que j'avais payé avec 3 années de ma vie, gelé dans la boue. Evelyne a émergé de la foule. Ma mère. Elle portait une robe de soie émeraude moulante. Une montre plaquée or lourde accrochait les lumières cruelles du plafond à son poignet. Elle a marché droit vers moi. Pas d'étreinte, pas de sourire. Pas un seul mot pour demander comment s'était passé mon vol misérable de 6 heures pour rentrer. Ses yeux sont immédiatement tombés, me scrutant du haut de mon chignon en désordre jusqu'à mes bottes mouillées et sales. Ses sourcils peints se sont pincés dans un dégoût profond et sans excuse. Marie, je t'avais dit d'acheter une veste correcte pour ce soir. Sa voix était un sifflement aigu et grinçant, destiné uniquement à moi. Va te mettre dans ce coin, près des manteaux. Ne bloque pas le cadre des photographes. Elle a tendu la main. Son pouce a chassé une peluche de mon col. Un geste mécanique, sans vie. Puis elle a pivoté sur ses talons, a levé sa flûte de champagne, ses ongles acryliques cliquetant contre le verre, et a dérivé vers un groupe de parents à l'air aisé qui attendaient de payer les frais mensuels de leurs enfants. J'ai regardé son dos disparaître dans la mer de sourires faux. Ma gorge était comme du papier de verre sec. J'ai déplacé mon regard vers le grand espace d'entraînement. 1000 pieds carrés de tapis en mousse rouge vif.
6 sacs de frappe premium en cuir de vache accrochés à des supports d'acier renforcés. Une enseigne néon massive pulsait sur le mur du fond, clignotant le mot « Apex » en rouge éblouissant. Mon cerveau ne voyait pas du matériel de gym. Il voyait des chiffres. Des conversions automatiques, brutales. Les tapis rouges, 2 mois complets de primes de danger. Ces sacs en cuir, 5 postes de nuit par -10 degrés. Cette enseigne néon clignotante, le montant exact de mon chèque d'indemnisation médicale après la déchirure de mon cartilage du genou. Ma famille traitait ces virements mensuels comme un droit divin, un distributeur sans fond. Il vidait mes comptes bancaires et utilisait ma sueur pour construire ce royaume flashy haut de gamme. Et dans ce royaume, je n'avais même pas une chaise pliante pour m'asseoir. Je me suis enfoncé davantage dans l'ombre près du bureau d'accueil. Mes yeux ont commencé à bouger, une vieille habitude que je ne pouvais pas éteindre, balayant la pièce, divisant l'espace en une grille. À 2 heures, un smartphone monté sur un trépied robuste. Le voyant rouge d'enregistrement clignotait déjà. À 10 heures, un appareil photo réflexe fixé solidement à une barre d'acier transversale, orientée vers le bas. À 6 heures, 3 types en t-shirt noir tenant des stabilisateurs chers, faisant les 100 pas au bord des tapis rouges. J'ai cessé de respirer une seconde. J'ai regardé de plus près. Aucun d'eux ne filmait la fête. Ils ne pointaient pas leurs objectifs vers les gens qui buvaient ou les enfants qui riaient. Chaque caméra était verrouillée pile au centre sur le tapis d'entraînement vide. Un réseau de streaming multi-angle massif, déjà en marche. Mes yeux se sont plissés dans l'obscurité. Le champagne bon marché, les costumes chics, les sourires faux. Cette fête d'anniversaire n'était qu'une façade creuse. Le piège était déjà tendu. Il ne manquait plus que quelqu'un d'assez stupide pour entrer dans le cadre. La foule s'est écartée. Zach a marché droit au centre des tapis rouges. Il a retiré son t-shirt, le jetant négligemment dans un coin. Il voulait que tout le monde voie. 200 livres de muscles lourdement tatoués, gonflés au supplément, sous l'éclat dur des lumières du plafond. Il arpentait le tapis, lançant des coups de poing sauvages dans le vide, poussant ses grognements gutturaux et sans signification. Les parents, applaudissant sur les bords, adoraient ça. Les plus jeunes élèves le regardaient avec une adoration absolue. Il a fait signe à un gamin de s'avancer pour l'assister. Un adolescent maigre. Zach a lancé un crochet lourd sur le bouclier rembourré du garçon. Ça a frappé avec un bruit de chair sec. La foule a applaudi. Je regardais simplement. Le coup avait de la puissance, certes, mais son appui était complètement faux. Son coude s'ouvrait trop large. Toute sa cage thoracique était laissée grande ouverte. Une faille mécanique fatale. Mais dans cette salle commerciale à 2 balles, personne ne le remarquait. Il ne voyait que les muscles. Il n'entendait que le bruit. Les lumières aveuglantes de la salle se sont soudain flouées. Mon esprit a glissé 15 ans en arrière. Un garage humide et glacial. L'odeur âcre d'huile moteur et d'outils rouillés. Le vent sifflant à travers les murs en bois fendu. Zach avait 13 ans à l'époque, maigre, en larmes, le visage meurtri de violet parce que les plus grands l'avaient encore coincé à l'arrêt de bus pour son argent de poche. J'avais 20 ans. Je partais le lendemain matin pour l'entraînement de base. Assis sur un seau en plastique, je déchirais des bandes de scotch électrique noir avec les dents, les enroulant serrés autour de nos 2 poings en sang. J'ai attrapé son bras, poussant son coude bien contre ses côtes. Garde ton centre de gravité, Zach. Ce point, c'est pour sauver ta vie, pas pour blesser les gens. La vraie force, c'est de savoir quand ne pas frapper. Ses larmes ont frappé le sol de béton froid. Je suis resté debout toute la nuit à lui apprendre à survivre. Un bruit sourd m'a ramené à la chaleur étouffante du présent. L'adolescent sur le tapis avait reculé en titubant. Zach n'a pas reculé pour laisser son élève se reprendre. Au contraire, il s'est précipité en avant, jetant tout le poids de son corps sur le gamin, écrasant le côté du visage du garçon contre le tapis en mousse. Zach a enroulé son bras épais autour du cou du gamin, enfonçant une clé d'étranglement complètement inutile, une démonstration vicieuse de domination guidée par l'ego. Le visage de l'adolescent est devenu rouge profond. Sa main a frappé le tapis encore et encore, implorant qu'il s'arrête. Zach a lâché. Il a ri, s'est relevé et a chassé une poussière inexistante de son épaule. Vous voyez ça? A-t-il ricané, jouant directement pour les caméras. Il n'y a pas de place pour une défense faible là-dehors. Tu es soit un loup, soit un mouton.
La foule a éclaté en applaudissements. Ma poitrine s'est resserrée. Il avait pris les outils de survie même que j'avais saignés pour lui enseigner dans ce garage glacial, et il les avait tordus en cette vilaine tactique de harcèlement bon marché. Il recyclait les ordures qu'il avait entendues dans quelques podcasts d'Alpha Male. Il n'enseignait pas. Il nourrissait son ego massif sur le dos d'enfant qui était exactement comme il l'avait été. L'adolescent a déguerpi du tapis, se tenant la gorge, toussant fort. Zach n'était toujours pas satisfait. Il avait besoin de plus. Il avait besoin d'une soumission absolue pour le live. Ses yeux ont balayé la pièce, chassant. Il a relevé le menton, pointant un doigt épais vers le coin éloigné. Toi. Ouais, toi. Monte ici. Laisse-moi te montrer à quoi ressemble le vrai pouvoir. La foule a bougé, s'écartant comme la mer Rouge. Lily Thompson, 19 ans, à peine 50 kilos trempés. Elle s'est recroquevillée, serrant sa veste contre sa poitrine, sa queue de cheval tremblant. Lentement, terrifiée, elle a retiré ses chaussures et posé ses pieds nus sur le bord du tapis rouge. Mon estomac a chuté comme une pierre. Une proie parfaite venait d'être choisie. Lily se tenait là, pieds nus sur la mousse froide, tremblante. Elle a levé les mains dans une garde lâche et maladroite, tirant sa veste trop grande. Elle ne devait pas peser plus de 45 kilos trempés. Zach n'a pas ralenti. Il n'a pas pris la peine d'expliquer la technique à la foule. Il n'a pas bougé à une vitesse de démonstration prudente. Il a simplement explosé en avant. 200 livres de muscles bruts nourris au supplément, se lançant directement sur une étudiante terrifiée. Il a crocheté son pied gauche épais derrière sa cheville et a enfoncé son épaule droite lourde droit dans son sternum. Un déséquilibre absurde et brutal. Clac. Le son a été écœurant. Un bruit sourd et mouillé de son fragile corps s'écrasant fort contre la fine mousse recouvrant le béton solide. L'impact violent a chassé tout l'air de ses petits poumons en un sifflement aigu et déchiré. Elle était allongée sur le dos, fixant le plafond sans rien voir. Ses deux mains serraient sa poitrine, haletant après un souffle qui ne venait pas. Ça aurait dû s'arrêter là. La fin du spectacle à 2 balles. Mais Zach a laissé tomber son immense carcasse droit sur elle. Il a planté son genou droit durement dans ses côtes pour la plaquer, écrasant ses poumons sous tout le poids de son corps. Sa main épaisse et moite a tordu le col de son haut d'uniforme bon marché, le tirant violemment en travers de sa gorge, s'enfonçant profondément dans son artère carotide. C'est le prix de la faiblesse, a-t-il aboyé vers la caméra, crachant en criant. Le visage de Lily a viré à une teinte terrifiante de violet meurtri. Ses yeux se sont écarquillés, complètement paniqués, cherchant de l'aide dans la pièce. Des larmes ont coulé le long de sa tempe, imbibant le tapis rouge chair. Ses petits ongles pâles griffaient désespérément son avant-bras épais et poilu, grattant pour de l'air, mais il n'a pas bougé. Il souriait juste. Pas une seule personne dans cette pièce étouffante n'a dit un mot. Personne n'est intervenu. Les mères en robe moulante ont juste fait un pas collectif en arrière, levant plus haut leur smartphone pour obtenir un meilleur angle de caméra sur une adolescente qui pleurait et s'étouffait. Les pères corpulents près des glaciers hochaient la tête, sirotant leur bière tiède comme s'ils regardaient un match de foot du dimanche. Une vieille rage profonde a flambé au centre de ma poitrine. J'ai serré si fort la mâchoire que les articulations ont craqué sous la pression. Mes jointures scarifiées sont devenues d'un blanc cassant à l'intérieur des poches de mon sweatshirt humide. Inspire pendant 4. Retiens pendant 4. Expire pendant 4. J'ai forcé mon rythme cardiaque à baisser. J'ai déplacé mon poids sur la pointe de mes lourdes bottes de travail, glissant mon pied droit d'un demi-pas en arrière. La semelle en caoutchouc a grincé doucement contre le sol. Je ne pouvais plus rester dans l'ombre. Je n'allais pas laisser ce petit con arrogant écraser la trachée d'une gamine juste pour construire son faux personnage internet. J'ai tendu les jambes, prête à bondir du coin et à l'arracher d'elle. Avant même que mon talon quitte le sol en linoléum, un sifflement aigu et assourdissant de l'arsène a déchiré les haut-parleurs. J'ai sursauté. Le bruit a cloué mes bottes au sol. Evelyne se tenait pile au centre, au bord du tapis. Elle tenait un micro sans fil serré dans sa main manucurée. Merci, Zach, pour cet excellent échauffement. Sa voix était forte, aiguë, et dégoulinée d'un triomphe absolument écœurant. Elle a tendu le bras, pointant son index acrylique droit vers le coin sombre où je me tenais. Et maintenant, le véritable événement principal de la soirée. Laissez-moi vous présenter, à vous les milliers qui regardaient en live en ce moment,
l'opératrice spéciale des Delta Force Mary Gardner. Un projecteur blanc aveuglant s'est allumé du plafond, me frappant en pleine face. Mes yeux se sont plissés contre l'éclat dur et impitoyable. J'ai entendu le ronronnement mécanique des trépieds. Les 4 caméras ont basculé instantanément. Leurs objectifs sombres se sont verrouillés pile sur ma poitrine. Les voyants rouges d'enregistrement ont clignoté à l'unisson. La lourde porte de fer venait de claquer derrière moi. Le projecteur blanc brûlait mes rétines. Les ombres qui m'avaient caché une seconde plus tôt étaient complètement arrachées. J'étais totalement exposé. Instantanément, des dizaines d'écrans de smartphones se sont tournés vers moi. Les 4 caméras robustes montées sur trépied clignotaient leurs voyants rouges en parfaite synchronisation. Live. Le mot a résonné dans ma tête. Il n'y avait pas de fête d'anniversaire. Il n'y en avait jamais eu. Ma mère avait scénarisé toute cette soirée des semaines à l'avance. Elle avait utilisé mes primes de danger pour acheter les tapis rouges et les néons. Et maintenant, elle utilisait ma vraie vie, ma réputation, comme appât pour clic afin de nourrir l'ego de son fils doré. La voix d'Evelyne a tonné au-dessus des basses lourdes du système audio de la salle. Une vraie guerrière, a-t-elle crié, tirant chaque once de drame du micro. La fierté absolue de la famille Gardner. Voyons si ses compétences de champ de bataille ultra dures tiennent face à la pure puissance brute d'Apex Combat. Elle me gonflait, mais ce n'était pas par fierté. Elle gonflait ma valeur aussi haut que possible. Je n'étais plus sa fille. J'étais juste le boss final d'un jeu vidéo, parfaitement mis en place pour que, quand Zach me mettrait KO, sa victoire provoque un séisme massif sur les réseaux. Elle armait mon uniforme pour me détruire. La foule a complètement bougé, coupant ma voie de sortie. L'air est soudain devenu épais et claustrophobe. La puanteur aigre de bière pression bon marché m'a envahi tandis que 2 pères corpulents se pressaient derrière. L'un d'eux a enfoncé une main charnue fort au centre de mon dos. « Monte là-haut, chérie. Ne fais pas honte à l'uniforme », a-t-il crié, son souffle chaud et rance contre mon cou. La foule a commencé à siffler, à acclamer. Un mur de chair et de bruit s'est refermé autour de moi, me forçant pas à pas vers le bord des tapis rouges. Si je refusais, si je faisais demi-tour et sortais par cette porte vitrée maintenant, je ferais de toute cette famille la risée de 10 000 personnes sur Internet. La lourde chaîne de la culpabilité familiale s'est enroulée serrée autour de mes chevilles. Je ne pouvais pas l'humilier. Même après tout, c'était toujours ma mère. Mes doigts calleux ont agrippé la fermeture éclair bon marché de mon sweatshirt délavé. Je l'ai baissé. J'ai glissé la veste de mes épaules et l'ai jetée négligemment sur une chaise pliante en plastique bon marché à proximité. J'ai raté. La veste a glissé du plastique lisse et a touché le sol. Une lourde pièce de défi en laiton, une distinction que j'avais gagnée et ramenée spécifiquement pour la lui offrir, a glissé de la poche déchirée. Elle a frappé le sol avec un cliquetis sourd et a roulé sous la table poussiéreuse. Personne n'a regardé. Personne ne s'en souciait. Je l'ai laissé là, dans la saleté. Je suis monté sur la mousse rouge vif. Je n'ai pas retiré mes lourdes bottes de travail à semelles de caoutchouc. Je ne me suis pas échauffé. Je me suis juste tenu là. Pile au centre du tapis. Zach rebondissait sur la pointe des pieds. Il s'est penché de côté, claquant ses poings lourdement bandés contre sa propre mâchoire. Ses yeux étaient écarquillés, brûlant d'une soif frénétique et laide de violence. Il a agité un bras tatoué épais, me faisant signe de m'approcher. Il a souri en coin, montrant un jeu de dents blanches éclatantes et bon marché en facettes. Pas d'arbitre, pas de règle. J'ai entendu la lourde porte de fer imaginaire claquer derrière mon dos. Zach n'a pas offert de salut traditionnel ni de choc de gants. Il a juste chargé. Il est venu sur moi comme un train de marchandises, lançant un crochet droit massif, alimenté entièrement par les muscles épais de ses épaules. C'était un swing sauvagement indiscipliné, mais il portait assez d'énergie cinétique brute pour facilement casser la mâchoire d'un homme adulte. Je n'ai pas levé les bras pour bloquer. Mettre ma propre structure osseuse dans la trajectoire directe de 200 livres en mouvement était un problème de maths que je perdrais. À la place, j'ai baissé mon centre de gravité. Ma semelle de caoutchouc épaisse a grincé contre le tapis en mousse tandis que je glissais mon pied gauche d'exactement un demi-pas en arrière. Le poing lourd de Zach a déchiré l'air vide, manquant mon os de pommette d'une fraction de centimètre. Le pur élan de son propre coup raté a traîné violemment son haut du corps en avant. Il a trébuché, s'empressant de ramener son bras et de retrouver son appui.
Il était déséquilibré pendant un dixième de seconde, une fenêtre massive. Mais je n'ai pas contre-attaqué. Le match a immédiatement dégénéré en un jeu de chat et de souris déséquilibré. Zach a lancé des dizaines de coups. Des uppercuts lourds, désespérés, guidés par l'ego, visant droit ma tête. Je me déplaçais en un cercle serré et contrôlé. Je glissais les angles. Je baissais les épaules. De temps en temps, ma paume ouverte tapotait légèrement l'extérieur de son poignet ou de son coude moite, utilisant sa propre force centrifuge pour dévier ses swings sauvages de quelques centimètres. Je n'ai pas lancé un seul contre. Sous ces lumières aveuglantes du plafond, en regardant dans ses yeux furieux, je voyais toujours juste ce gamin de 13 ans en larmes du garage. J'ai choisi de le fatiguer. J'ai choisi de le laisser frapper dans le vide jusqu'à ce que ses bras pèsent du plomb, en espérant qu'il s'arrête juste. Mais ma patience avait l'air complètement différente pour les gens qui tenaient les caméras. Des railleries ont commencé à monter du bord du tapis. C'est tout ce que t'as? Juste fuir, a crié un type. Écrase-la, Zach. Ils ne comprenaient pas la gestion de la distance. Ils me voyaient juste reculer et ils associaient ça à de la terreur. Dans le coin, Evelyn tenait son téléphone levé, penché au bord du tapis. Ne lui laisse pas un centimètre, bébé. Coince-la dans le coin. Entendre ma propre mère crier pour que son fils m'écrase le visage, ça faisait comme une lame rouillée grattant directement mes tympans. Chaque fois que je reculais pour éviter de le frapper, le vieux tissu cicatriciel chirurgical de mon genou gauche s'enflammait d'une douleur aiguë et écœurante. J'avalais activement de la douleur physique et j'encaissais une humiliation publique, juste pour protéger la fierté d'un garçon qui voulait me détruire. Avant de vous dire comment cette loyauté tordue s'est finalement brisée, j'ai besoin de vous demander quelque chose. Si vous écoutez ceci en ce moment et que vous savez exactement ce que ça fait d'avaler sa propre fierté, de se mordre la langue et de prendre le blâme juste pour garder la paix dans votre famille, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous. Tapez juste, je suis resté silencieux. Laissez-moi savoir que je ne suis pas la seule à m'être blessée en essayant de protéger les gens qui étaient censés me protéger. À la 3e minute, ma respiration était complètement plate. 4 secondes inspirées, 4 secondes expirées. Zach, lui, haletait. De grosses gouttes de sueur volaient de ses cheveux à chaque swing raté, éclaboussant le tapis. Le tissu sombre et lourd de son uniforme chair collait à sa poitrine. Lancer toute cette puissance dans le vide faisait affluer l'acide lactique dans ses muscles. Il se verrouillait. Il s'étouffait dans son propre corps. Mais ce n'était pas ses poumons qui souffraient le plus. C'était son ego fragile et gonflé. Devant 10 000 personnes regardant en live, le prédateur apex de la salle n'arrivait même pas à toucher la manche de la flanelle sale de sa grande sœur. Zach a arrêté de frapper. Sa poitrine se soulevait violemment. La frustration dans ses yeux a bouilli, virant à un rouge injecté de sang. La colère enfantine a disparu, remplacée par quelque chose d'entièrement différent, quelque chose d'incroyablement sombre et calculé. Il n'essayait plus de gagner un sparring. Il a baissé les mains. Il a fait un pas étrange et saccadé en arrière. Zach a fait 2 pas saccadés en arrière. Il a baissé ses épaules lourdes. Son pied nu a glissé maladroitement sur une flaque de sa propre sueur enduisant le tapis rouge en mousse. Il s'est penché en avant, complètement déséquilibré. Une mise en place maladroite et évidente. Mais le cerveau d'une grande sœur tire toujours une fraction de seconde plus vite que les instincts entraînés d'un combattant. J'ai vu 200 livres de mon propre sang s'écraser vers le sol. Agissant sur un pur instinct aveugle, forgé en le portant à travers notre enfance misérable, j'ai fait un pas droit dans son espace, baissant les 2 mains pour attraper ses épaules. La milliseconde exacte où j'ai ouvert ma garde, Zach a relevé la tête d'un coup sec. Il n'y avait pas de glissade. Il ne tombait pas. Le coin de sa bouche s'est tordu vers le haut en un sourire vicieux et écœurant. Il a utilisé l'élan de sa fausse chute pour pivoter violemment ses hanches de 90 degrés. Le talon de son pied droit s'est levé du sol comme une hache en fer lourd. Ce n'était pas un coup de pied circulaire standard destiné à marquer des points. C'était un coup de pied oblique. Un coup de pied interdit, sale, visant vers le bas, directement au centre de mon genou gauche. Pile là où une cicatrice chirurgicale épaisse de 10 cm coupait ma rotule. C'était une frappe conçue dans un seul but dévastateur, hyperextendre l'articulation vers l'arrière et arracher complètement les ligaments croisés de l'os. Il savait exactement où se trouvait cette cicatrice. Il savait ce qu'une blessure comme ça signifierait.
Il voulait me rendre permanente. Il voulait mettre fin à ma carrière, mon gagne-pain, toute mon identité, juste pour avoir l'air dur sur un écran de smartphone. Le pied lourd a fendu l'air humide de la salle. Et puis un son a traversé mon crâne. Un son pipé directement à travers le micro sans fil et explosé des haut-parleurs massifs au-dessus de nous. Evelyne, la femme qui m'avait mise au monde. Cassez-lui la jambe, Zach. Faites-la tomber. Ça va devenir viral dans tout l'État. Elle l'a crié avec une euphorie absolue et déchaînée. Cet appel à la mutilation a rebondi sur les murs en miroir, résonnant dans mes oreilles par-dessus les basses lourdes de la musique. Ce n'était pas juste du bruit. C'était un marteau-pilon écrasant le tout dernier mur de défense fragile restant dans ma poitrine. Le temps dans la pièce s'est arrêté. Tout est passé au ralenti. Le talon de Zach était exactement à 5 cm de briser mon genou. Les pères gros avec leur bière tiède retenaient leur souffle, attendant le craquement écœurant d'un os humain. Ma mère souriait radieusement derrière l'objectif de son iPhone, comptant déjà les likes et les partages que la destruction de sa fille lui apporterait. Un bloc d'acide épais et amer est monté au fond de ma gorge. Chaque once de patience qu'il me restait, chaque excuse que j'avais faite pour eux, chaque mensonge pathétique que je m'étais raconté sur la loyauté familiale. Tout s'est transformé en cendres. Je m'étais saigné à blanc pour protéger des monstres. La température derrière mes yeux est tombée à zéro absolu. La grande sœur qui avait noué ses lacets, bandé ses jointures et payé pour tout ce bâtiment est morte là, sur ce tapis. La personne restée debout à sa place était quelqu'un qui démonte les gens pour gagner sa vie. Le talon lourd du pied de Zach portait assez de force pour casser une planche de 2 par 4 en deux. Il visait directement ma cicatrice chirurgicale. Je n'ai pas essayé de le bloquer avec mon tibia. C'était inutile. Ce n'était plus un frère et une sœur qui se battaient dans une salle. C'était une équation mathématique. 0,1 seconde. J'ai enfoncé le talon de caoutchouc lourd de ma botte de travail dans le tapis en mousse. Je n'ai pas reculé. À la place, j'ai pivoté mon pied droit vers l'extérieur d'exactement 15 degrés. Mon centre de gravité s'est déplacé dans un glissement horizontal fluide. Le coup de pied paralysant de Zach a tranché l'espace vide où mon genou avait été une fraction de seconde auparavant. Le dénime rugueux de mon jean a frôlé sa cheville au passage. Toute cette énergie cinétique massive de 200 livres n'avait soudain plus rien à frapper. Son élan vers l'avant a détourné son propre corps. Zach s'est penché en avant, perdant complètement sa base structurelle. Son haut du corps s'est incliné par-dessus son pied planté, le traînant vers le bas. 0,5 secondes. Alors que sa poitrine tombait vers moi, j'ai bougé. Ma main gauche a fouetté vers le haut comme une lame émoussée. La membrane entre mon pouce et mon index a attrapé son poignet droit tendu en plein air. Je n'ai pas serré. Je n'ai pas essayé de le surpasser en force. J'ai juste agrippé l'articulation, tourné mes hanches et tordu violemment son poignet vers l'extérieur à un angle aigu de 90 degrés. J'ai plié la structure osseuse lourde de son avant-bras directement contre sa charnière naturelle. Un gaspillement aigu et paniqué a jailli de la gorge de Zach. Il a essayé par réflexe de fléchir son biceps massif pour ramener son bras. Une terrible erreur. En tirant contre la clé, il déchirait ses propres ligaments de l'intérieur. 1,0 seconde. Avant que son cerveau puisse même traiter la douleur brûlante dans son poignet, j'ai glissé fluidement dans son angle mort. Je me suis glissé droit dans l'espace vide sous son bras levé. J'ai ramené ma main droite, gardant les doigts bien pressés ensemble. J'ai enfoncé le bout de mes doigts droits vers le haut dans le creux profond de son aisselle, pile au centre du plexus brachial, le dense faisceau de nerfs qui contrôle tout le bras. J'ai enfoncé mes doigts fort, comme un forêt en acier frappant du bois tendre. Une onde de choc violente et paralysante a traversé le corps de Zach. Ses yeux ont roulé en arrière une fraction de seconde. Tout le côté droit de son haut du corps s'est instantanément éteint. Son bras massif tatoué est devenu complètement mou dans mon emprise, tombant comme un sac de sable lourd et déchiré. 1,5 secondes. Son bras était toujours piégé serré dans ma main gauche. Je ne lui ai pas donné une chance de respirer. J'ai enfoncé la pointe de caoutchouc lourde de ma botte dans un balayage bas et dur, directement dans le dos de son genou restant. Son dernier pilier de soutien s'est effondré. Zach est tombé. 200 livres de poids mort ont chuté droit vers le bas. Tude. Son visage s'est écrasé directement dans le tapis rouge en mousse. Un petit nuage de poussière presque invisible a gonflé sous le projecteur brillant du plafond.
Je n'ai pas resté là à le regarder tomber. J'ai suivi son élan descendant jusqu'au sol, en laissant instantanément tomber mon propre poids droit sur lui. La foule est devenue complètement, absolument silencieuse. Tout le processus, du moment où son pied a manqué mon genou jusqu'au moment où son visage a mangé le sol, a pris exactement 1 seconde et demie. Personne tenant un smartphone n'a même vu ce qui s'était passé. J'ai laissé tomber mon genou droit tout droit. Pas sur son dos, pas sur son cou. J'ai enfoncé le capuchon de caoutchouc durci de mon genou parfaitement dans la poche molle juste sous ses côtes flottantes, directement au-dessus de son poumon droit. J'ai mis chaque once de mes 64 kilos sur une surface pas plus grande qu'une tasse à thé. Simultanément, ma main gauche a tiré son bras droit mort fortement derrière son dos, tordant le poignet et forçant l'articulation vers le haut, vers son omoplate. Une clé mécanique parfaite et inébranlable. J'ai plaqué sa poitrine lourde à plat contre la fine mousse recouvrant le sol en béton. Si je baissais mon genou d'1 centimètre de plus, ses côtes craqueraient. Si je poussais son poignet d'1 millimètre de plus, son épaule se disloquerait. Le visage de Zach s'est écrasé dans le tapis. La peau de ses joues a instantanément passé d'un rouge furieux et enflammé à un violet meurtri et étouffant. Le sang a afflué dans sa tête. Ses yeux, les mêmes yeux qui m'avaient regardé avec un mépris absolument vicieux 1 minute plus tôt, étaient maintenant écarquillés dans une pure panique aveuglante. Ses 200 livres de muscles de salle se sont tendus violemment. Il s'est débattu sous moi, buquant des hanches, essayant de rouler comme un poisson en train de s'étouffer sur un quai sec. C'était complètement inutile. La masse musculaire ne signifie absolument rien face à un système parfait de levier physique. La coquille lourde et intimidante de l'alpha mâle s'est brisée en morceaux sous le genou d'une femme portant une flanelle délavée. Je me suis penché. Mon visage s'est arrêté à 5 centimètres de son oreille moite. Je n'ai pas crié comme ma mère. Je n'ai pas hurlé pour les caméras. Ma voix est sortie plate, morte et creuse, comme une machine comptant les secondes. Écoute-moi, ai-je chuchoté. Zach a ouvert la bouche, essayant désespérément d'aspirer de l'air, mais son poumon compressé n'a produit qu'un râle humide et sifflant. La puanteur aigréâcre de sueur féroce s'élevait de la nuque. J'ai reculé, ai-je dit doucement. Pas parce que j'étais faible. J'ai reculé parce que je pensais encore que tu étais de la famille. Je t'ai appris à donner un coup de poing pour que tu ne te fasses pas mal. Pas pour que tu te transformes en tyran qui tabasse des étudiants. Il a essayé de se débattre encore. J'ai déplacé une fraction d'once de poids sur ses côtes. Il s'est figé instantanément, un gémissement étouffé s'échappant de sa gorge. Tu n'es pas un loup, Zach, ai-je chuchoté dans le silence assourdissant de la salle. Tu n'es qu'un lâche avec des muscles. Des larmes ont coulé des coins de ses yeux écarquillés et paniqués, s'accumulant sur le tapis sous sa joue. La terreur profonde et primitive a complètement détourné son cerveau. Il a soudain réalisé que sa vraie vie reposait entre les mains de la personne même qu'il avait essayé de juste 10 secondes plus tôt. Son bras gauche libre a battu aveuglément. Sa main lourde a frappé le tapis rouge en mousse. Tape. 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 Une reddition inconditionnelle et humiliante, diffusée en direct en haute définition à 10 000 inconnus sur Internet. Avant de me relever et de finir ça, si vous écoutez en ce moment et que vous vous êtes déjà tenu tranquillement pendant que quelqu'un d'arrogant recevait exactement ce qu'il méritait, si vous avez déjà regardé le karma livrer la facture que quelqu'un d'autre avait écrite, s'il vous plaît. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire ci-dessous. Tapez juste, ils l'ont mérité. Parfois, la justice ne vient pas du ciel. Elle vient de nous qui refusons d'être des victimes. Je n'ai pas lâché immédiatement. J'ai tenu cette clé pendant 3 secondes lentes et agonisantes. Je voulais que cette soumission physique totale soit brûlée profondément dans la moelle de ses os. Je voulais qu'il se souvienne de ce que le vrai pouvoir ressent. Lentement, méthodiquement, j'ai desserré mon emprise sur son poignet. J'ai soulevé mon genou de ses côtes. Je me suis relevé, chassant une tache de poussière de mon jean, et j'ai tourné les yeux directement vers le coin éloigné de la pièce, vers Evelyne. Je me suis redressé, lissant l'ourlet froissé de mon t-shirt délavé. Un silence épais de plomb a étouffé toute la pièce. Les basses lourdes des haut-parleurs de la salle avaient d'une manière ou d'une autre été coupées. Les acclamations arrogantes et bruyantes d'il y a 1 minute avaient complètement disparu. Les pères corpulents qui criaient pour mon sang ont fait de l'empas involontaire en arrière, le visage pâle. Des dizaines de smartphones étaient encore levés en l'air, mais les mains qui les tenaient tremblaient visiblement. Près de mes bottes,
Zach était roulé en boule serrée comme une crevette bouillie. Il serrait son épaule droite engourdie avec sa main gauche, le visage pressé contre la mousse rouge chair. Sa poitrine se soulevait. Il a ouvert la bouche et a commencé à vomir à sec, se tordant violemment, crachant de la salive et de l'acide gastrique sur les tapis même que mes chèques de paix avaient achetés. La vérité brute et laide était enfin étalée sur le sol. Mes yeux ont balayé la foule terrifiée, s'arrêtant pile dans le coin éloigné. Evelyne se tenait là, figée comme une figure de cire en train de fondre. Son sourire radieux prêt pour la caméra était complètement déformé. Ses doigts se sont détendus. Le micro sans fil a glissé de sa main, frappant le sol en linoléum avec un craquement aigu de l'arsène. Elle a ouvert la bouche, aspirant une respiration déchirée. Elle se préparait à crier. Elle allait utiliser l'autorité d'une mère pour m'insulter, jouer la victime, me blâmer d'une manière ou d'une autre pour avoir humilié son précieux fils. Mais je ne lui ai pas laissé la chance. Je l'ai juste regardé, mes yeux verrouillés sur les siens, complètement vides de toute chaleur, de toute peur, ou de toute trace restante d'amour de fille. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas crié. J'ai regardé la femme qui m'avait mise au monde avec l'indifférence glaciale absolue de quelqu'un qui regarde un meuble cassé. Evelyne a frémi. Elle a fait un pas en arrière, sa gorge s'est refermée d'un coup, son pouvoir sur moi a disparu dans ce seul regard silencieux. Je n'ai pas gaspillé une seule syllabe pour elle. J'ai enjambé la flaque de vomi de Zach, mes bottes lourdes frappant la mousse, et j'ai marché droit vers le trépied robuste installé au centre du tapis. Le chiffre rouge lumineux dans le coin supérieur de l'écran du smartphone avait explosé. 10 000 spectateurs actifs. 10 000 inconnus venaient de tout voir. Ils avaient vu le coup de pied interdit et sale visant mon genou. Ils avaient entendu une mère crier pour que sa propre fille soit estropiée. Et ils avaient regardé le faux dur propriétaire de salle se faire démonter en 1 seconde et demie par une femme qu'ils croyaient faible. Je me suis arrêté pile devant l'objectif. J'ai regardé directement dans le verre sombre de la caméra. Voilà la réalité de l'utilisation de la self-défense pour harceler les gens, ai-je dit, ma voix complètement stable, coupant le silence de la pièce et diffusant vers 10 000 écrans. Et voilà la réalité de l'utilisation de votre propre sang pour du marketing bon marché. Je n'ai pas cligné des yeux. La vraie force n'a pas besoin de marcher sur le cou de quelqu'un d'autre pour prouver qu'elle existe. J'ai levé ma main calleuse et j'ai balayé fort le haut du trépied. Le smartphone cher a volé de son support. Il a frappé le sol en béton juste au-delà du bord du tapis. L'écran en verre s'est brisé avec un craquement aigu et violent, tuant instantanément le live et coupant cette famille toxique de la célébrité internet qu'elle convoitait tant. Cet endroit, ai-je dit dans le silence mort, est une blague. Je n'ai pas regardé ma mère. Je n'ai pas regardé mon frère. L'illusion de la famille Gardner était définitivement détruite. J'ai tourné le dos à tout ça, mes bottes pivotant sur la mousse, et j'ai marché droit vers le coin sombre où une adolescente de 19 ans terrifiée était encore assise par terre. J'ai tourné le dos et je suis parti. Je n'ai pas jeté un regard par-dessus mon épaule à la mère qui venait d'être dépouillée de son pouvoir, ni au frère qui pleurait encore doucement dans la mousse rouge. Mon sweatshirt gris délavé était encore drapé sur le dossier de cette chaise en plastique bon marché près de la porte. Je ne l'ai pas ramassé. Je l'ai laissé là. Je l'ai laissé derrière, avec chaque once de sacrifice stupide, chaque moment silencieux où j'avais avalé ma propre fierté, et chaque goutte de cette loyauté toxique trempée de sang que j'avais portée pendant des années. Cette veste était une coquille vide de la grande sœur que j'avais été. Cette pièce étouffante, sentant le bon marché, n'était plus un endroit où j'appartenais. J'ai marché droit vers le coin sombre où Lily Thompson était assise par terre. Elle avait les genoux serrés contre sa poitrine, sa veste trop grande enroulée autour de ses épaules. Ses yeux étaient encore grands, humides et absolument terrifiés en me regardant approcher. Je me suis arrêté devant elle. J'ai tendu la main, offrant ma main rude et lourdement scarifiée à la jeune fille de 19 ans. Lily a hésité 1 seconde. Elle a regardé mes bottes, puis mon visage. Lentement, timidement, elle a tendu la main. Sa paume était glacée contre mes callosités. J'ai serré sa main fort, la tirant doucement sur ses pieds. J'ai enroulé mon bras solidement autour de ses petites épaules tremblantes. Je l'ai guidée en avant. Nous avons marché ensemble, droit au milieu de la foule. Les pères corpulents et les mères en robe de soie moulante ont instinctivement fait un pas en arrière, s'écartant comme une mère pour nous laisser passer. Personne n'a osé dire un seul mot. Personne n'a essayé de bloquer mon chemin.
Le silence lourd et absolu de la peur a pavé la voie pour mes derniers pas hors de ce monde empoisonné. J'ai poussé la lourde porte en verre trempé avec mon épaule. Nous sommes sortis sur le trottoir en béton du centre commercial Bon Marché. Le vent d'hiver brutal et mordant venant du lac Michigan m'a frappé en pleine face. Il portait un froid tranchant qui a traversé mon fine chemise en coton. Mais pour la première fois en 10 ans, j'ai senti que mes poumons pouvaient réellement se dilater. J'ai pris une profonde inspiration. L'air glacial a afflué dans ma poitrine, propre et vif. Un frisson massif d'adrénaline a couru droit le long de ma colonne, lavant une décennie de ressentiments silencieux, de culpabilité et de manipulation. Les lourdes chaînes rouillées des attentes familiales avaient enfin été brisées en deux, par mes propres deux mains. Madame. La voix de Lily était petite, tremblant légèrement dans l'air froid. Je me suis arrêté sous la lueur jaune d'un lampadaire au sodium dans le parking vide. Je l'ai regardée. Elle me fixait, ses yeux un mélange de profonde admiration et de peur persistante. Est-ce que vous pourriez m'apprendre à me battre comme ça, a-t-elle demandé doucement, son souffle se transformant en petites bouffées de brume blanche. Pour que plus personne ne puisse jamais me pousser. J'ai regardé les bleus qui commençaient déjà à se former sur sa gorge pâle. J'ai tendu la main doucement, lissant une mèche rebelle de sa queue de cheval en désordre. Je lui ai offert un petit sourire silencieux. Être dangereuse n'est pas un super pouvoir, Lily, ai-je dit doucement. C'est un poids lourd à porter. Je t'apprendrai à te défendre. Mais tu dois me promettre de te souvenir de cette seule chose. Elle a hoché rapidement la tête, resserrant sa veste. La vraie force ne se mesure pas au nombre de personnes que tu peux faire tomber, lui ai-je dit, ma voix stable contre le vent hurlant. Elle se mesure à qui tu choisis de protéger. Sous le ciel glacé et brumeux de Chicago, j'ai enfin trouvé ma paix. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez trouvé un morceau de vous-même dans ces mots, ou si cette histoire vous a donné le courage de enfin poser vos propres limites, souvenez-vous que vous n'êtes jamais seul. Prenez soin de vous. Protégez votre paix.